Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts réalisée lors du 54e congrès de l'ADBU à Nantes. À travers ces épisodes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les interventions qui ont rythmé la journée d'études dédiée cette année au thème Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, communiquer. On poursuit la matinée avec une discussion entre Manuel Canévet, qui est directeur de Canévet Associés, une agence en conseil et communication, et Claire Moreau, directrice éditoriale et de projet à la Net Squad, agence de communication également, que j'invite à me rejoindre sur scène. Donc, pour ce deuxième temps de la journée d'études, on a imaginé en fait prolonger un peu la conversation qu'on a commencée en préparant cette journée. C'est très riche pour nous d'avoir le regard de professionnels de la communication qui travaillaient du coup en agence. Et donc, les premiers échanges qu'on souhaitait avoir, c'était autour de qu'est-ce que votre métier, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites, qui sont vos partenaires, vos clients et comment vous travaillez avec eux. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci pour votre invitation. Donc, Manuel Canévet, je suis dirigeant de Canévet et Associés, qui est une agence conseil en communication spécialisée dans le secteur public. Donc, on travaille beaucoup avec l'enseignement supérieur et la recherche, des universités, des instituts de recherche, des grandes écoles. On travaille aussi avec les collectivités locales, beaucoup, et puis plein de publics ou parapublics, des organisations étatiques comme des ARS, mais aussi des syndicats qu'on accompagne dans leur communication. On est une dizaine dans l'agence, on a 4 grands métiers, on travaille sur le conseil stratégique aux organisations en matière de communication. C'était d'ailleurs à ce propos assez intéressant d'écouter la vice-présidente de communication de l'Université Paris-Nanterre, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. On travaille aussi en relations presse pour nos clients, en assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets de communication numérique comme des refontes de sites internet d'établissements. Et puis enfin, tout ce qui est production de contenu éditorial. Donc ça se transcrit par des rapports annuels, par exemple, ou des livrets recherche, notamment pour nos clients enseignement supérieur et recherche. Voilà. Et bonjour à tous, merci pour l'accueil. Donc moi je suis Claire Moreau, je suis directrice éditoriale de l'agence La Net Squad, un nom un peu à l'ancienne. C'est une agence qui a à peu près 18 ans, située à Paris, dans le quartier de Bastille. On est une cinquantaine de consultants. Et pour le coup, on est une agence de communication institutionnelle et corporate qui accompagnons sur la moitié de notre portefeuille, donc des clients publics, des institutions. On est une agence qui est référencée aujourd'hui sur un marché interministériel de l'État, qui provient du SIG, qui nous permet de travailler pour n'importe quel ministère ou opérateur de l'État qui le souhaite sur de la production de contenu. Et donc, voilà, on est constitué en pôles. On a effectivement le pôle éditorial que je chapeaute, un pôle veille qui écoute les communautés, un pôle plus de production audiovisuelle. Voilà, donc on est une agence intégrée qui permet, vu sa constitution, qui peut accompagner les clients sur l'ensemble de leurs besoins en communication. Merci. Voilà. Et donc, alors, sur les projets sur lesquels vous travaillez, quelle est votre vision de la stratégie de communication des clients avec lesquels vous travaillez? Et est-ce que vous arrivez à dégager des tendances ou des choses qui sont spécifiques au secteur de la communication institutionnelle, enseignement supérieur, mais pas uniquement? Est-ce qu'on peut échanger à ce propos? Je sais que Manuel a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est un vaste sujet, et puis on a peu de temps. Donc, non, peut-être se concentrer principalement donc, sur l'enseignement supérieur et la recherche et les universités. Moi, on risque d'être un peu polémique. Je commencerai par dire que les universités en France ont un vrai problème de communication. C'est pas récent. Ça inclut d'ailleurs les bibliothèques universitaires, il n'y a pas de raison. Et ça a malheureusement des conséquences tous les jours. Ces problèmes, peut-être pour les qualifier un petit peu plus simplement, c'est un problème d'image. On le voit quand on fait d'ailleurs des études d'opinion, grand public, il y a une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que généralement le regard qu'on porte sur l'université en matière de formation est assez critique, pour ne pas dire mauvais, alors que sur la recherche, généralement, le regard des gens, de la population est plutôt positif.
Mais je dirais que c'est même pas le grand public et l'image de l'université dans le grand public qui pose problème, c'est plutôt l'image de l'université chez les dirigeants, ceux qui prennent les décisions, ceux qui sont dans les ministères, etc., qui à mon sens, est problématique. Je ne dirais pas que l'université fait rien en termes de communication, au contraire, hein, depuis quelques années, on observe quand même des progrès assez importants, ne serait-ce qu'en termes de moyens, avec des directions de communication qui se sont étoffées considérablement, mais elles sont encore en deçà largement des besoins, et puis les moyens humains, c'est bien, c'est très important, même dans le secteur public, mais les moyens financiers, ça l'est aussi. Et de ce point de vue-là, la coupe n'est pas pleine, elle est largement vide. Et ce n'est pas avec les déclarations de Sébastien Lecornu récemment là, qu'on va améliorer les choses. Donc voilà, ça c'est peut-être un préambule, ce problème d'image. On part de loin. Et donc, quand on part de loin, les efforts à faire sont généralement beaucoup plus importants. Et ça, c'est, je crois, une difficulté que beaucoup de gouvernances d'établissements n'ont pas encore intégrée. Elles imaginent, par exemple, que changer d'identité, on évoquait cet exemple juste avant, poser un logo dans l'espace public, ça suffit à imposer un nom ou une marque. Ben non, c'est pas le cas, ça demande du temps, ça demande des moyens. On parlait aussi des appellations pour ce colloque tout à l'heure. J'ai bien aimé l'appellation sport de combat, parce que je pense que c'est un sport de combat. Vous avez notamment sur les cibles que vous cherchez à toucher au quotidien, je pense aux étudiants, mais on pourrait parler d'autres publics, une véritable guerre attentionnelle qui se mène. Ils sont soumis à des dizaines, voire des centaines de messages par jour. Donc comment, au milieu de ce brouhaha, en tant qu'institution publique, réussir à faire passer vos messages si vous ne mettez pas les moyens pour le faire? Même si esthétiquement c'est joli, même si sur le fond c'est pertinent, il y a quand même cette idée d'à un moment donné, on lutte contre d'autres types de messages en permanence et il faut réussir à s'imposer. Donc voilà, c'est très philosophique ce que je suis en train de dire, c'est pas très très pratique, mais je crois que c'est un vrai sujet. Et pour en revenir peut-être à l'adéquation entre problématiques des bibliothèques universitaires en matière de com et celle des universités, moi je dirais qu'elles jouent sans doute pas assez ensemble sur les sujets de communication. Elles font partie d'un grand tout. Alors les universités, c'est des grands tout un peu complexes, hein, on est bien d'accord, et puis pas forcément hétérogènes d'ailleurs d'une université à l'autre. Donc on parlait tout à l'heure du regard du grand public, ça aussi, ça peut être un élément de complexité, de se dire, bon, telle université équivaut pas à telle autre, pas exactement les mêmes disciplines, les mêmes périmètres. Bon. Au-delà de ça, il y a quand même une forme de permanence justement avec les bibliothèques universitaires qui font pilier. Elles sont dans toutes les universités. Alors oui, elles sont de différentes tailles, oui, elles ont elles aussi différentes spécificités, mais elles sont là. Souvent, elles sont là aussi sur le plan patrimonial. Ce sont souvent des bâtiments qui sont au cœur des campus, qui sont des bâtiments un peu totems, je dirais, qui sont reconnaissables souvent sur le plan architectural, même dans les universités nouvelles, qui n'ont pas forcément une architecture néoclassique. Ou voilà. Elles sont importantes. Et puis, elles sont importantes en termes d'usage parce que souvent, elles font lien, en fait. C'est là aussi où les étudiants se rencontrent, des étudiants de différentes facultés, de différents UFR, qui n'ont pas forcément au quotidien l'habitude de se croiser. C'est là aussi que des projets de recherche naissent et fonctionnent. Donc, je crois que ce rôle symbolique de la BU dans l'identité de l'établissement est sous-dimensionné. Ça, c'est peut-être en se plaçant du côté de l'université. À l'inverse, quand on se place du côté de la BU, je pense qu'elle minimise aussi leur importance dans justement l'idée du récit qu'on évoquait tout à l'heure et de l'identité de l'établissement. Et je serais pour qu'il y ait plus de ponts qui se créent et d'échanges qui se créent pour que les marques universitaires rayonnent beaucoup plus. Direction des communications de leçons. Et c'est vrai que moi, j'y vois quand même un risque très fort dans le sens où ça envoie pour moi un très mauvais signal dans justement ce contexte qu'on connaît. On parlait d'infobésité tout à l'heure. On est dans un milieu extrêmement concurrentiel dans la communication. On sait que les canaux sont de plus en plus nombreux, qu'il y a une sorte de dissolution en fait de la parole parce que voilà, on a la parole publique en fait connaît aujourd'hui de la concurrence qu'elle n'avait peut-être pas aujourd'hui, et donc de considérer qu'on peut couper comme ça les vivres d'une communication publique, pour moi est assez
assez dangereuse parce que cette communication, elle sera remplacée par quelque chose d'autre et donc par des sources qui ne sont pas forcément vérifiées, etc. Et ça, je le dis parce que dans mes sujets, alors de façon très précise et pragmatique, j'ai beaucoup de clients que j'accompagne sur des démarches servicielles pour les usagers, hein, parce que nous, quand on parle de communication, on n'est pas tant dans le côté campagne publicité que communication publique, servicielle. On fait des refontes de sites qui servent aux usagers à faire des démarches. Donc, si on arrête de communiquer auprès de ces usagers pour leur dire vous avez une contravention à payer, attention à bien la payer en heure, sinon vous allez être majoré et ça peut aller jusqu'au tribunal, etc. Pour moi, c'est là où j'y vois aussi quand même un énorme problème. Bon, là, c'est un problème très spécifique, mais parce que ça va être des sites d'avocats qui vont remplacer ce canal d'information. Donc, il y a vraiment pour moi un enjeu pour les institutions publiques de garder la main et au contraire voilà, de reprendre le pouvoir entre guillemets sur la communication publique qui est la leur avec les enjeux d'information des usagers, qui est d'ailleurs une obligation de l'État, hein. L'État est censé informer ses usagers, donc c'est pas un luxe. Et c'est vrai que voilà, bon, c'est un peu polémique, mais là c'est parce que c'est un peu cette semaine-là, mais de dire qu'en fait on peut couper, c'est comme si on considérait que c'était un peu un luxe. Donc voilà, moi, un des enjeux que je vois, c'est évidemment ce côté budgétaire, parce que forcément, voilà, on vient de s'en parler. Par rapport à nos clients institutionnels, il y a beaucoup de défiance, mais bon, c'est la défiance envers la communication gouvernementale. C'est vrai que moi, mes équipes, on trime un peu toute l'année pour justement essayer de clarifier la communication, de la rendre accessible à tous les publics jusqu'au dernier kilomètre. Ça, c'était un peu l'expression à la mode il y a un moment, comment toucher dans le détail et la singularité de toutes ces personnes. Et en même temps, on a, bon, mais ça après, c'est des questions politiques, un gouvernement qui a un peu l'habitude de sortir des phrases un peu toutes faites et qui, bon, ça n'engage que moi, mais je trouve sape aussi un peu la confiance qu'on peut avoir dans la communication politique. Et après, alors on va peut-être y revenir un peu tout à l'heure, mais j'imagine que c'est un peu la même chose dans l'ESR, mais il y a aussi des enjeux internes en fait à cette communication. Moi, chez mes clients, la difficulté à communiquer, c'est lié au budget, mais pas tant, c'est lié à la structure même de l'organisation, qui fait qu'en réalité, il y a bon, effectivement des fois des concurrences entre les services. On a des enjeux, en fait, des objectifs qui sont un peu biaisés, en fait, qui ne sont pas les bons. Et ça, on en parlera parce que quand vous avez un directeur, soit d'université, soit voilà, un DIRCOM, bon, ça existe aussi chez le privé, hein, mais qui en gros impose à ses équipes finalement des objectifs qui sont un peu à côté de la plaque. C'est vrai que ça va être difficile pour les équipes en fait de œuvrer. Et donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'on est dans un moment très concurrentiel, que c'est pas du tout une bonne idée de se dire qu'on arrête de communiquer. Alors oui, pour communiquer sur n'importe quoi, ça c'est sûr, hein, tout le monde est dans des logiques d'économie. Je pense qu'il faut aujourd'hui trouver la communication la plus juste, et c'est peut-être là après qu'on pourra développer, de se dire que en fait, c'est pas le plus haut, plus fort, plus vite qu'il faut faire. En fait, c'est le mieux et le plus juste. Et donc, il faut embarquer un peu tout le monde, les équipes et ses supérieurs, voilà, pour que l'ensemble fonctionne bien. Mais voilà, moi, je vois ça plutôt comme ça. On nous demande de faire des économies, donc travaillons mieux tous ensemble. Un peu voilà, la conclusion. Manuel, est-ce que tu veux rebondir? Parce qu'on avait parlé aussi des commandes un peu contradictoires, parfois de clients qui, ont des demandes et puis qui finalement vont, se disperser parfois dans, des souhaits additionnels qui vont s'éloigner de la demande initiale, d'être efficaces, de communiquer, sur, leur marque, par exemple. Est-ce que enfin voilà, comment, toi tu arrives à accompagner, pour que pour tes clients, les institutions, reprennent le pouvoir et touchent, au mieux leur cible, tout en, vivant, j'imagine, des frictions parfois sur, les façons de voir et de faire? Non, alors il y a un mot qui est très important, c'est effectivement le mot cible. Je dirais que beaucoup de nos clients publics, et puis c'est très très vrai dans l'enseignement supérieur et la recherche, ont une appréciation assez floue de ce qu'il faudrait qualifier de cible.
Donc, c'est un mot important parce qu'on parle beaucoup de communication, mais je crois qu'il y a un gros mot dans l'enseignement supérieur, c'est le marketing. Et ce sont à la fois deux choses complémentaires et deux choses différentes. La communication est un mot beaucoup plus employé parce que malheureusement, je pense qu'il est perçu comme plus noble, plus compatible avec le service public, plus lié à des enjeux de communication institutionnelle, donc sur le fond, sur le projet, etc. Là où le marketing nous oblige à nous poser des questions, à la fois d'ailleurs de concurrence, ce qu'on évoquait juste avant, en se disant finalement on n'est pas les seuls à vouloir toucher telle cible, donc comment on se positionne, quels moyens on met sur la table, etc. Mais aussi ça oblige à réfléchir spécifiquement aux cibles, et donc du coup à l'adaptation du discours aux différentes cibles. Et ça, je trouve que c'est une vraie difficulté qu'on a chez quasiment tous nos clients publics, et c'est très vrai là aussi sur les universités, c'est cette capacité qu'ils n'ont pas à réfléchir en finesse sur le message à adresser aux cibles. Souvent, encore une fois, on confond information et communication. On imagine qu'en mettant, par exemple, à jour le site web avec des informations, tout ça va ruisseler, pour reprendre une expression de notre président de la République, va ruisseler très naturellement et que tout le monde va être imprégné de l'information. Alors si vraiment on constate que parmi ses collègues ou quelques étudiants, l'information n'est pas là, on va envoyer des mails. On va bourrer les boîtes mail avec des mails. Voilà. Ce qui n'est pas plus efficace. Spoiler, ça ne marche pas plus. D'accord ? Donc, cette question de comment on travaille en finesse sur les cibles, ça oblige à un peu d'empathie et se dire, justement, les cibles qu'on adresse, comment elles nous perçoivent, qu'est-ce qu'elles pensent de nous. Voilà. Donc, première chose, on essaie de pousser nos clients à mesurer ces aspects-là, à questionner leurs cibles. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement de l'institution, quel regard ils portent sur elle, parce que évidemment, un regard négatif ou un regard positif va influencer le type de message que l'institution envoie et la façon dont il est reçu, donc c'est très important. Et puis, quelles sont ses habitudes de consommation en matière de communication, quels canaux il utilise le plus, voilà. Donc, tout ça, généralement, quand on démarre une mission avec un client, c'est des informations qu'on n'a pas, parce que le client ne les a pas. Et je vous avoue qu'on l'aurait, on travaillerait tous beaucoup mieux. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est tester vos publics, mesurer régulièrement l'appréciation qu'ils ont de votre institution, de vos outils, tenez à jour vos chiffres, parce que malheureusement, les cohortes étudiantes, ça change très souvent, et d'une génération à l'autre, pas exactement les mêmes habitudes, pas exactement les mêmes regards, etc. Mais c'est déterminant dans la façon de communiquer. Et alors, effectivement, avoir ces chiffres-là sur les publics internes, c'est déjà compliqué. Je ne vous parle même pas des études de perception sur les publics externes. Mais il en faudrait aussi pour bien faire. D'accord ? Donc, ça, c'est un combat, je pense qu'il faut qu'on mène tous ensemble. Cette idée d'être un petit peu plus scientifique, finalement, dans notre approche de la communication. Et ce sont vraiment les armes du marketing, avec l'idée de mesurer les attentes des publics, les habitudes des publics, le regard du public sur vos outils. Je ne sais pas si tu voulais m'emmener sur un autre sujet, Colline. Non, c'est bien. Okay. Bon, je m'arrête là. Par contre, je me permets de réagir. On a quand même pourtant, en bibliothèque universitaire et à l'université, commencé à s'intéresser, à développer des méthodes UX, le fait d'aller voir nos étudiants, d'échanger. Est-ce que on en a parlé un petit peu? Alors, je vais tout de suite faire une... Je ne dis pas que personne ne le fait, déjà, parce que j'ai l'air un peu catégorique comme ça, mais il y a des établissements qui le font. Et puis, vous avez de la donnée. En fait, souvent aussi, sans le vouloir, vous l'avez déjà fait. Je sais que, par exemple, au sortir du Covid, il y a beaucoup d'établissements qui ont fait des enquêtes de perception sur la façon dont les étudiants avaient vécu le Covid. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais ça vous fournit quand même des données. Donc, voilà, si on veut s'y mettre, en fait, je pense que vous avez déjà, ça et là, quelques chiffres qui vous permettraient de savoir un peu comment les étudiants ou vos différents publics perçoivent l'établissement ou interagissent avec. Ça ne remplace pas une vraie étude complète marketing, mais déjà, ça donne des éléments. Donc, voilà, je suis parfois un peu catégorique. Il ne se passe pas rien dans les établissements, ça avance. Mais oui, juste pour compléter, parce que bon, voilà, tout ça est très vrai, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faut sauter dans le train du changement de paradigme, effectivement, la communication creuse, qui consomme énormément d'énergie, etc. Plus personne ne veut de ça. Et je pense qu'il faut différencier s'adresser à ses cibles et s'adresser pour ses cibles. Et en fait, ça paraît un peu subtil comme changement, mais en fait, ça change un peu tout. Parce que quand on dit aux communicants, il faut s'intéresser à ses cibles, tout le monde va vous dire, évidemment, c'est la base de notre métier. Enfin, tout le monde a appris ça à l'école, quand on pense une campagne de communication, on passe en cible. En revanche, dans les faits,
Personne ne le fait très bien, ou en tout cas peu de gens le font très bien, parce que on creuse pas du tout les besoins de ces cibles. On va avoir des grandes familles, on va se dire les étudiants, les partenaires, les anciennement chercheurs, mais en fait au cœur de ces familles, vous avez des sous-types de profils en fait, dont les besoins ne seront pas les mêmes. Un étudiant en licence n'aura pas les mêmes besoins forcément que quelqu'un qui prépare sa thèse ou qui est un doctorant. Donc en fait, c'est vrai que nous, à l'agence, c'est quelque chose, et moi, c'est un peu mon cheval de bataille que j'essaie vraiment d'appliquer, c'est d'utiliser ces méthodes UX, donc le fameux design thinking, donc prendre une commande de communication, mais comme un objet à designer, enfin quelque chose à designer, de repartir des cibles, mais dans toute leur subtilité, de repartir des besoins pareils avec rentrer dans le détail en fait de qu'est-ce que c'est un besoin, parce que tout le monde va dire bah nous on veut de la notoriété, bon bah soit, mais en fait pour qui, pourquoi, c'est quoi votre contexte à vous, etc. Et quand on parle des cibles, c'est aussi de se dire bon bah voilà, ma cible c'est ça, on sait qu'elle utilise plutôt tel canal, qu'elle va chercher à trouver telles informations, mais est-ce qu'on sait dans quelles conditions elle se trouve quand elle va recevoir l'information, sur quel device? Est-ce que c'est parce qu'elle sera dans le métro et que ce sera plutôt sur son téléphone? Est-ce que ce sera en pleine journée ou au moment des examens, où finalement elle aura peut-être peu de temps pour lire telle chose? Enfin, en fait, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui, je pense, raffiner. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui veulent produire des livres blancs, ce genre de choses, donc qui ne sont pas des sites internet, mais pour lesquels on applique des méthodes justement de design thinking qui traditionnellement sont plus attachées à des refontes de sites internet, parce que c'est un peu là où on se pose vraiment en atelier, on s'embarque sur un chantier de plusieurs mois, etc. Et donc c'est vrai que nous, on déporte quand même vraiment aujourd'hui ces méthodes UX pour amener nos clients à réfléchir réellement à qui sont leurs cibles, comment elles vont vraiment s'adresser à elles, comment elles vont devoir adapter leur langage. Euh, et voilà, et ça permet aussi de mieux mesurer finalement le succès, parce que quand vous faites tout ce travail-là, bah, vous embarquez aussi forcément les questions de, bah, on considère qu'on aura réussi notre livre blanc, la refonte de notre site internet, le lancement d'un nouveau canal sur un réseau social, si on a finalement atteint les objectifs qu'on avait prédéfinis et qui sont les objectifs des cibles avant tout. Voilà. On avait dans nos échanges également, on est arrivé à un moment donné à la notion de communiquer au plus juste, et de comment vous pouvez accompagner les personnes avec qui vous travaillez sur communiquer au plus juste. Dans l'enseignement supérieur, on a parfois une tendance à vouloir communiquer énormément, tout dire, beaucoup dire, et on avait échangé sur le fait que parfois il y a un besoin de repréciser les cibles, mais aussi de dire moins pour être plus juste. Est-ce que Manuel, tu veux rebondir là-dessus? Oui, je veux bien. Je suis là pour ça. Oui, décider, c'est choisir. Donc, quand on pilote une grosse institution comme une université, évidemment, on a plein d'injonctions à communiquer tous les jours. Voilà, enfin, tous les jours. Il y a aussi des cycles. Bon, j'en reparlerai peut-être, mais la question de la temporalité, elle est importante. Il y a des périodes d'embouteillage dans l'année de communication, et puis d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Donc, il faut aussi apprendre à gérer ces cycles-là et peut-être les anticiper. Mais je dirais que bien communiquer, encore une fois, j'y reviens, mais c'est d'abord s'adresser aux bonnes cibles. Et souvent, l'idée de communiquer tout à tout le monde, effectivement, c'est ça qui crée l'embouteillage. On peut tout à fait être très très performant sur la communication en adressant le même jour des dizaines de messages, mais à des cibles spécifiques. Donc ça, on ne va pas se marcher sur les pieds. Toutes les cibles ne vont pas recevoir tous les messages. Chacun recevra le message dont il a besoin. Et c'est super. Et ça fonctionne. Typiquement, sur les événements dans les universités, on est là-dessus. Les services de médecine universitaire, les services culturels, les services sportifs, etc., ont généralement les mêmes semaines, plein d'événements, puisque c'est les semaines où les étudiants sont sur les campus. Et donc, elles harcèlent les services communication pour que leur affiche, leur message, leur conférence, etc., soit à la une du site, soit dans les boîtes mail. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous créez un environnement saturé, le message se perd, il n'y aura personne dans les événements. Ce qu'il faut, c'est en amont se dire quel type d'étudiants peuvent être intéressés par mon événement, comment ces étudiants, je peux les toucher efficacement pour qu'eux, ils viennent. Voilà. Donc, c'est de travailler en finesse sur les publics. Ça, c'est une première solution. Une deuxième solution,
c'est aussi se situer dans un temps long en se disant, c'est pas juste une adjonction de petites briques, la communication, c'est cette idée du récit et de comment on crée un narratif tout au long de l'année pour pas être dans le push permanent en tant qu'institution, mais justement créer du pull, c'est-à-dire créer le fait que les gens s'intéressent et viennent à l'information plutôt que vous ayez sans cesse à aller les chercher, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais ça se crée. Alors, un exemple très bête, mais vos newsletters, vos infolettres, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'ai remarqué que souvent dans les universités, c'est du push. C'est-à-dire que les bases de données, elles sont là, elles sont existantes, et l'institution décide, bam, d'envoyer à 1000 personnes, 10 000 personnes, un mail. Non, généralement, une bonne newsletter, c'est quand la personne qui la reçoit a décidé de la recevoir. Donc, c'est quand on crée de l'abonnement à la newsletter. Et donc, comment on crée ça? Eh bien, on se questionne sur l'envie et sur la pertinence du contenu qu'on distribue dans la newsletter. C'est complètement différent comme démarche. C'est beaucoup plus exigeant, j'en ai conscience pour les communicants, pour ceux aussi peut-être qui attendent des résultats de cette communication, mais sur du moyen terme, sur du long terme, ça aura des effets bien plus bénéfiques que l'idée qu'à chaque fois, on va renvoyer des messages non sollicités finalement à toute une base de données et que ça va produire des effets. Donc cette idée du temps long, je pense, est aussi très importante pour la communication publique des institutions ESR. Et puis après, il y a peut-être aussi cette question du moins, de faire moins. Alors je laisserai Claire en parler, parce que je pense qu'elle a plus d'expertise que moi là-dessus, mais en tout cas, quand on dispose de plein de canaux différents, faire moins, c'est peut-être juste ne pas arroser tous les canaux en même temps. Voilà. C'est peut-être choisir aussi le bon canal de communication pour le bon message et le bon public. Donc tout ça nécessite de travailler en finesse, ce qui n'est pas forcément évident pour les directions communication, parce que généralement, elles n'ont pas forcément tous les outils. Elles ne sont pas non plus toujours sollicitées suffisamment longtemps en avance pour pouvoir bâtir des plannings dans la finesse. Voilà, donc cette idée du temps court aussi dans les institutions, c'est un vrai problème parce que travailler à la semaine, c'est pas possible en fait en termes de communication, ça marche pas, en tout cas ça porte pas de fruits. Et puis cette idée des canaux aussi qui parfois est très fragmentée dans les universités. Donc la direction communication va maîtriser les grands canaux de l'université, mais chaque composante, chaque service commun, etc., va avoir ses propres canaux que la direction com maîtrise pas trop, elle sait pas trop combien il y a de personnes derrière, d'audience, qui sont les audiences, etc. Donc ça les aide pas non plus à apporter du conseil au reste de l'établissement. C'était l'idée de partage que j'évoquais tout à l'heure, de travailler plus en commun. C'est ça aussi, c'est pas forcément donner les clés du camion à une seule personne au sein de l'établissement, c'est juste être plus dans le partage, dans le tableau un petit peu d'ensemble, la visibilité sur l'ensemble des outils pour que justement on puisse ensemble construire des stratégies un petit peu plus fines en matière de diffusion de la com et de l'info. Mais c'est vrai, pour rebondir directement sur cette question-là, c'est vrai qu'il y a un enjeu de gouvernance qui est très très fort quand vous avez en face des institutions avec déjà 2 directions de la communication, direction, disons, de l'université, direction de la BU notamment, mais c'est le cas dans plein d'autres institutions publiques. Et c'est vrai que de travailler sur un RACI, donc c'est un acronyme anglais, mais qui en gros dit qui va être responsable de la production, qui va approuver, donc valider, qui va être consulté en tant qu'expert et qui a juste besoin d'être informé sans forcément rentrer dedans. C'est vrai que ça, c'est des choses aussi qu'on fait de plus en plus quand notamment on sent que chez nos clients, il peut y avoir une tension, voire une concurrence entre 2 entités qui vont communiquer en fait sous plus ou moins la même marque ombrelle. Et donc ça permet quand même d'assainir les relations et de donner un peu à chacun sa liste de courses, entre guillemets, savoir quand est-ce qu'il va être sollicité et redonner la responsabilité à chaque entité. Une BU, j'imagine qu'elle sera peut-être beaucoup plus servicielle dans le conseil, dans épauler les étudiants ou en tout cas les publics qu'elle accueille, quand peut-être la direction de l'université, qui est un peu plus ombrelle, aura un enjeu beaucoup plus d'image, en tout cas de vitrine institutionnelle justement. Donc en fait, je pense qu'il y a des rôles à réattribuer parce qu'encore une fois, en fait, je pense que les institutions doivent être un tout petit peu moins égocentriques dans le sens où, je vais être un peu provoque, mais les guéguerres internes n'intéressent personne à part elles. Et le problème, c'est que ces guéguerres internes, généralement, ont un impact sur leur public parce que à trop se brouiller et s'embrouiller en interne, le résultat, c'est que la communication est elle-même embrouillée. Or, le public n'a pas décidé
voilà, d'avoir ça. Lui, il a besoin de quelque chose qui est clair, avec un émetteur qui est clairement identifié. Donc c'est vrai que de travailler sur ce RACI, ou en tout cas une gouvernance claire, et c'est peut-être au moment de la rentrée scolaire où il faut tous s'asseoir autour d'une table et être plutôt dans un sport d'équipe plutôt qu'un sport de combat, et de se dire, bah voilà les marronniers à venir dans l'année, on sait, il y a des choses récurrentes, et puis si jamais il y a une communication de crise, bah, qui la prend en charge, enfin voilà, c'est juste de reposer à plat les choses, et je pense que ça peut quand même assainir un peu et les relations, et du coup être vertueux pour la communication. Et pour revenir plutôt à la question, parce qu'on a, mais tout est lié. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup sur cette notion de sobriété éditoriale, qui est portée par une consultante, donc je vous invite à lire son ouvrage qui s'appelle Sobriété éditoriale, qui s'appelle Ferréol Lespinasse, qui est un peu la seule personne qui a aujourd'hui réussi à théoriser, ou en tout cas à rassembler autour d'un ouvrage à la fois un peu théorique et surtout du très pratique, parce qu'elle a mis en place des centaines de critères à checker pour s'assurer que la communication est faite de façon juste. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'ADEME met aussi en place. Il y a un guide pour les communicants qui a été édité par l'ADEME. Je vous invite aussi à le lire parce que c'est très intéressant. Et en fait, c'est vrai que ça donne des bonnes pratiques pour la production, dans un sens éco-production. Mais avant ça, je trouve que ça vous aide à avoir les bons réflexes un peu vertueux avant même de se lancer. C'est-à-dire qu'avant même de se lancer dans la production, elle invite, et c'est vrai que je le fais aussi, je bataille avec mes clients, de toujours se reposer la question de: OK, donc on parle d'une information. Est-ce que cette information va être vraiment utile à un de mes publics? Oui, non. Est-ce que ça va être utile pour mon institution? Oui, non. Et en fait, vous pouvez carrément faire un arbre de décision. Si oui, OK, mais sous quelle forme elle doit être traitée? Voilà. Est-ce que là où elle est, c'est le bon canal, etc. Et en fait, on raffine comme ça jusqu'à l'ultra détail de est-ce qu'elle a été conçue de façon écologique ou pas. Bon, voilà, ça c'est après chacun met le curseur où il veut. Mais c'est vrai que le concept de sobriété, c'est... Moi, j'aime pas trop le faire moins parce que j'ai l'impression que ça fait toujours un peu peur et les gens n'aiment pas être dépossédés de quelque chose. Et je pense qu'un directeur d'université, si on commence à lui dire on va communiquer moins parce que c'est mieux, je suis pas sûre qu'il soit vraiment embarqué dans le projet. Mais en fait, c'est communiquer plus juste. Et donc, en fait, c'est pour lutter donc, contre l'infobésité dont on parlait tout à l'heure. C'est pour être sûr qu'on s'adresse mieux à ces publics. Mais c'est aussi, et là, ça peut être un argument, alléger le travail des équipes en interne. Parce qu'en fait, quand tout le monde se sent submergé par, en gros, un rythme effréné, qu'on peine à... Voilà, je pense qu'il y a aussi une vertu à travailler plus juste, mais y compris pour l'interne, parce que tout le monde sera plus efficace à se concentrer sur peut-être moins de dispositifs, mais qui sont mieux travaillés et qui touchent mieux leur cible. Donc, moi, je n'y vois que des choses vertueuses, mais du coup, ça va un peu à l'encontre du plus fort, plus vite. C'est plutôt le plus juste et plus réfléchi, je dirais plutôt comme ça. Merci. Du fait de votre positionnement et de traiter de nombreux dossiers, d'avoir déjà quelques années, d'expérience, vous avez aussi une vision assez prospective sur, les grands enjeux à venir du secteur de la communication. Comment vous voyez, vous, l'avenir de la communication dans le secteur public? Est-ce qu'il y a, des points, enthousiasmants, des points d'alerte? Est-ce que on avait parlé nouvelles technologies, on avait parlé sobriété aussi énergétique, on avait abordé pas mal de sujets. Je vous laisserai bien la parole assez librement, sur, cette question de, un peu prospective, quid du futur? C'est une grosse question. On a 26 minutes 39 pour terminer. Non, évidemment, bah, déjà, on essaie d'y croire parce que sinon, moi, j'aurais pas positionné l'agence comme agence conseil pour le secteur public. Donc, on se bat aussi aux côtés de nos clients pour que ces questions de communication publique continuent à émerger, se développent, etc. Mais il faut bien dire que le contexte n'est pas super enthousiasmant. Je ne parle pas simplement des annonces récentes un peu démagogiques de notre Premier ministre sur la com, qui quand même disent quelque chose de la trajectoire. En gros, pour le faire très court, mais je ne crois pas que ça va avoir d'incidence là dans les 2 prochains mois, d'autant qu'on ne sait même pas s'il sera encore Premier ministre dans 2 mois. Mais par contre, oui, la trajectoire, c'est celle du budget 2026, qui globalement, au-delà de la com, va être sabré dans le secteur public. Et donc, en cascade, évidemment, que ça aura de toute façon des incidences sur la communication. Enfin voilà, donc
ça, c'est un premier sujet de préoccupation. Et de toute façon, je dirais qu'au quotidien, la com, c'est d'abord pour les institutions publiques un outil politique. Et en particulier dans les universités, j'ai commencé par ça tout à l'heure en vous disant les universités ont un problème d'image. Je trouve que ces dernières années, même si elles font des choses, encore une fois, mais elles sont quand même très timorées, très timides dans la façon de se défendre et de défendre leur position quand elles sont attaquées politiquement sur leur budget, par exemple, comme ça a été le cas ces dernières années, mais aussi sur le fond. Cette mode de l'islamo-gauchisme là, qui a inondé nos médias il y a 2-3 ans, qui est une tendance qu'on voit dans d'autres pays, qui n'est pas qu'une tendance française. Là aussi, je les trouve assez timorés, même s'il y a eu des prises de position hein, de fait, mais encore une fois, publier un communiqué, c'est pas forcément s'assurer que, de sa perméabilité auprès des publics. Voilà, donc comme là, je dis disons du mal, il restera toujours quelque chose. Quand sur les plateaux télé à longueur de journée, on tape sur les enseignants-chercheurs, on tape sur l'université, vous avez beau publier un communiqué pour dire que c'est pas vrai, il n'en reste pas moins que le public a ça qui s'imprime petit à petit dans sa tête. Donc, il y a un contre-effort à faire très important en matière de communication pour défendre des positions et défendre le service public. Ça peut prendre plein de formes, évidemment, mais c'est, je crois, le point principal. Après, pour parler de choses peut-être plus légères, je ne veux pas plomber l'ambiance, on n'est que le matin. Pour parler de choses plus légères, pour parler peut-être de tendances un petit peu communicationnelles, évidemment, on parle beaucoup de l'IA en ce moment. On en utilise ou pas. Voilà. Après, chacun fera son coming out sur l'IA. Ça pose de vraies questions, mais je crois que malgré tout, ça ne va pas transformer nos métiers de communicants en profondeur. En tout cas, c'est ce que je veux croire. Je crois que tout ça, ce sont des cycles, et qu'on est un peu dans un cycle d'excitation là autour de l'IA, mais qu'à un moment donné aussi, la poussière retombe, les choses se décantent. Il reste évidemment des nouveautés qui parsèment la com ici et là, mais globalement, ça ne change pas les fondamentaux de notre métier. Travailler sur du sens, travailler sur les messages, travailler sur les publics. Tout le reste, c'est de la technique, et l'IA, c'est de la technique. Et je crois même que, pour aller au bout de mon raisonnement, l'IA, c'est la fin d'un cycle numérique, qui a commencé avec l'informatique, qui a été ensuite poursuivi avec les sites web. Les sites web qui, rappelez-vous, il y a 20 ans, 25 ans, étaient des gros machins très techniques dans les mains des DSI, et quand on était néophyte en code, on n'avait pas accès au web, il fallait faire confiance. Aujourd'hui, tout à chacun peut publier n'importe quoi sur Internet et devenir un influenceur, comme quoi les barrières techniques sont tombées très très vite. L'IA, c'est un peu pareil. Je pense qu'aujourd'hui, on est très nombreux à s'en servir sans comprendre comment ça marche. Demain, on sera un peu plus nombreux à comprendre comment ça marche, et déjà, on aura changé un petit peu notre façon de s'en servir. Et après-demain, ça sera devenu un outil comme un autre. Voilà, en tout cas, c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est celui que je formule ce matin. Voilà pour les peut-être 2 tendances de fond que j'avais envie d'aborder, mais on pourra en parler ensuite. Bon, on est très d'accord avec Manuel, donc c'est pas très débat, désolée. Mais effectivement, nous, chez nos clients, en ce moment, nos clients nous demandent quand même de creuser ces questions de l'IA. On a même des ministères qui nous demandent des workshops autour de la création de contenu, enfin voilà, plein de choses. Donc nous, on est en train de creuser et honnêtement, moi, je suis pas du tout encore assez sûre de ce qui se passe pour avoir de grandes positions. On nous parle aussi beaucoup d'influence, donc effectivement, la communication qui passe par un peu d'autres canaux, des choses plus incarnées, des choses peut-être plus subtiles dans la façon de passer les messages, enfin moins push, c'est une newsletter et on vous dit tout, enfin voilà. Bon, de la même façon, moi je suis pas spécialisée forcément là-dedans. Nous on est dans des démarches d'influence responsable pour aussi, parce que ça peut être aussi finalement un secteur qui est pas très écolo, voilà. Mais du coup, moi, je trouve que les enjeux, je ne sais pas pour les tendances, mais c'est vrai que je suis peut-être pas très positive pour le coup. Et je reviendrai un peu à ce que je disais tout à l'heure, quoi. On est quand même dans un contexte
où finalement la communication a quand même une grande place, et encore faut-il qu'elle soit vertueuse. Et nous, on travaille aussi en ce moment beaucoup pour le ministère des Armées, la Défense nationale, qui nous fait travailler beaucoup sur les thèmes de la cybercriminalité, de la déstabilisation numérique. Et donc, bon, avant ça, et de façon peut-être un peu plus légère, il y a, enfin, pas plus légère, c'est pas léger, mais les fake news ou les deepfakes, etc. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans une ère de guerre de l'information, dans un sens aussi où les acteurs bienfaisants et malfaisants se sont quand même multipliés. Et donc raison de plus pour moi de défendre effectivement une communication étatique qui soit contrôlée, qui soit, on l'espère, plutôt éthiquement OK, vertueuse, et qui continue de passer les bons messages aux bonnes personnes. Voilà, là, on va préparer un peu tout le monde à la résilience. Vous allez entendre parler de résilience à la rentrée bientôt, et c'est voilà, c'est un terme qui a été, c'est pas nous qui avons trouvé ce terme, hein, mais qui a été décidé, mais qui prépare effectivement les populations à des risques divers et variés. Et c'est vrai que c'est dans des moments comme ça aussi où on se dit la communication publique, elle a évidemment un enjeu et un intérêt majeur. Et je ne parle pas de campagne de publicité, je parle de communication auprès des populations. Ça a été le cas dans le Covid. Alors d'ailleurs, la communication publique à ce moment-là a été très critiquée. Mais je trouvais que c'était un bon signe de les gens réagissent aussi, entre guillemets, quand ils sentent qu'ils ont besoin d'informations et que ce n'est pas à la hauteur de leur... donc c'est quand même que c'est un vrai besoin, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, je ne suis pas très optimiste tout de suite maintenant, mais je suis prête à rentrer dans la bataille. Donc voilà, plutôt continuer à bien communiquer auprès des cibles et de les informer au maximum sur des choses qui ne sont pas superficielles, loin de là.